time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 17 octobre donc 2022. Je me suis préparé un petit café, excusez-moi. On voit pas grand chose, j'ai pas d'éclairage spécifique, etc. Et du coup, c'est des ampoules assez basse consommation, bas éclairage, etc. Donc moi ça va, j'y vois bien, mais pour la caméra c'est un peu limite. Et comme il fait pas vraiment encore jour, donc j'espère que c'est pas trop gênant. Je m'attarde pas trop sur ce blabla. Je voulais vous parler de ma dernière lecture, donc de la semaine dernière. Si vous avez regardé le blog précédent, vous savez que j'ai fait une semaine, 7 jours, 7 mangas. Et donc je vous avais pas partagé le manga du dimanche puisque je l'ai lu dimanche soir. Et donc c'est Miko, ma fille, qui a choisi. On a utilisé une méthode de 2 hasards, quoi. Elle m'a désigné un chiffre et voilà, c'était le numéro de la palle qui correspondait Elegant Yokai Apartment Life, donc le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1 où on découvrait un jeune homme qui est orphelin. Il a, je sais plus, 16 ans, enfin il est en seconde, en fait il va rentrer au lycée et il vit chez son oncle, sauf qu'il se sent pas bien chez son oncle et du coup il est impatient de partir et de devenir indépendant. Il veut pas peser sur son oncle et du coup il obtient une bourse pour aller dans un internat. Sauf que l'internat brûle la veille de la rentrée et du coup il se retrouve un peu dévasté. Bien sûr, son oncle est prêt à l'accueillir le temps que l'internat fasse les travaux, etc. Mais lui, il veut absolument partir. Et du coup, il cherche une location, mais qui soit dans ses moyens. C'est-à-dire, c'est un lycéen qui a des petits jobs le week-end, quoi. Donc, il n'a pas d'argent. Et il va tomber sur quelqu'un qui lui propose une location vraiment pas chère dans une résidence. Et il se demande mais c'est quoi le loup, pourquoi c'est si pas cher, une belle résidence ancienne, etc. Et au fait le truc c'est que dans cette résidence vivent aussi bien des humains que des yokai. Donc il va apprendre à vivre dans cette résidence avec des yokai, il va se lier d'amitié avec tous les habitants de cette résidence, aussi bien les humains que les autres. Et donc on le retrouve ici dans le tome 2, l'internat a été enfin réparé, il s'apprête donc à quitter sa résidence comme c'était prévu puisqu'il était là le temps des travaux, pour aller dans l'internat. Sauf que finalement dans l'internat il se sent pas bien, il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à s'intégrer, il a des difficultés à comprendre ses camarades, il a du mal avec cette société très distante où on se parle pas, où chacun pour soi, etc. Donc il fait... voilà, il fait plusieurs maladresses. Au fait, il n'arrive pas à comprendre ses camarades et puis il se rend compte que finalement, lui, il se sent rejeté, mais que son comportement peut être aussi du rejet vis-à-vis de ses camarades avec qui il n'arrive pas à s'entendre. Du coup, voilà, il se remet beaucoup en question, il n'est pas bien, il est triste, la résidence lui manque beaucoup. Et donc après, vous vous doutez sans doute... qu'est-ce qui va se passer, mais enfin j'ai trouvé ce tome quand même très chouette parce que du coup il se remet beaucoup en question et il discute par exemple avec son meilleur ami de l'importance de la communication, de faire des liens avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment le thème central de ce tome, plus encore que les histoires de yokai, de fantômes, etc. C'est vraiment la communication, le fait de se lier avec les autres, de se faire des amis, de comprendre les autres, etc. Donc j'ai trouvé ça très très chouette. Après dans la dernière partie on retrouve un récit beaucoup plus léger axé sur le folklore, les yokai, la magie, etc. Mais je vous révèle pas en quoi, si vous avez envie de découvrir. En tout cas voilà, moi j'ai trouvé très chouette ce tome. Je vous montre quelques... je pose mon café. Quelques images, si vous y voyez quelque chose, pour vous montrer un peu le style. Alors déjà, on a une petite illustration en couleur, sympathique. Et donc, hop, voilà, là, notre héros. Voilà. Et quelques-uns des habitants de la résidence. Voilà, donc petit manga, c'est chez Naive Graphs, c'est un scénario dit Inoue
Kozuki et au dessin Waka Miyama. Et c'est un manga à tout petit prix puisqu'il est à moins de 4,9 €. Donc voilà, si vous êtes tenté, essayez. Moi j'aime beaucoup. Miko l'a lu aussi, enfin elle n'a pas lu le tome 2, elle a lu que le tome 1 et ça l'avait pas du tout convaincu. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé, elle pas du tout. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas pour ce matin, je vous laisse là. Je vais pas faire trop long et je vous retrouve plus tard dans la semaine. Coucou, nous sommes mercredi, je vous retrouve dans ma bibliothèque et je voulais vous faire un petit update très rapide de mes lectures. Dans le vlog précédent, je vous avais dit que j'avais arrêté Circe à la 40e 8. Quoi 40e 8 ? Ah, j'y arrive pas. Page 48. Et je ne savais pas si j'allais reprendre ou pas parce que j'étais vraiment pas rentrée dans l'histoire, etc. Mais bon, j'hésitais et je m'étais dit, bon, je vais jusqu'à la page 100. Si à la page 100, je suis toujours pas dedans, j'arrête, ça sert à rien de se forcer. Donc je suis allée jusqu'à la page à peu près 115, on va dire. Et c'est finalement à la page 115 que Circe va se retrouver sur sa fameuse île. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est là que l'histoire va un peu commencer. Donc j'ai continué un petit peu. Là je suis du coup à la page 144 ou 45, je sais plus. À partir du moment où elle arrive sur cette île, il se passe à vrai dire pas grand chose, mais en tout cas elle va évoluer, va acquérir plus d'indépendance, plus de force de caractère peut-être aussi. J'avoue que je m'attendais à vraiment aimer ce roman, je m'attendais à être prise dans le truc et c'est pas du tout ce qui se passe. En fait, toutes ces premières 145 pages, il n'y a personne que j'aime. C'est rare que j'arrive à apprécier un livre quand j'aime pas les personnages. J'ai vraiment besoin de sentir de l'empathie pour les personnages pour avoir envie de lire leur aventure. Et là, il y a personne qui me fait éprouver des sentiments d'empathie, personne que j'aime, personne que j'ai envie de vraiment voir évoluer. Surtout pas Circe, que j'ai trouvé insupportable dès sa première apparition. Là, ça va un peu mieux, voilà. Une fois qu'elle est sur l'île, elle commence à un peu se détacher de ses parents, de ses frères, ses sœurs, mais dans toute la première partie, elle se plaint parce que tout le monde se moque d'elle, parce que personne ne l'aime, parce que gna gna. Elle est toujours dans une position comme ça de victime et ça m'insupporte. Et quand elle tombe amoureuse, alors là c'était le pompon, je me suis dit ça va pas être possible. Après avoir toute cette victimisation machin, elle finit par tomber amoureuse de quelqu'un qui la délaisse à la première jolie nymphe qui passe par là, et elle est prête à ramper à ses pieds. Et moi j'étais là, mais il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Moi je m'attendais à lire un truc sur une femme forte. Et là, c'est le contraire en fait. Du coup, j'étais un peu déçue. Maintenant, je me dis, elle arrive sur l'île, elle commence à prendre son indépendance, à se rendre compte de son pouvoir, à se détacher des besoins qu'elle avait d'affection par rapport à sa famille, etc. Et donc, je me dis, c'est là qu'elle va sans doute devenir plus forte, plus affirmée, etc. Mais bon, malgré cela, je reste quand même pas tout à fait convaincue du processus. Pour devenir fort, il faut qu'on était faible. Ça me parle pas vraiment comme processus. Donc je pense que je vais continuer un petit peu quand même pour voir où ça nous mène, parce que du coup maintenant qu'elle commence à changer, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'elle va devenir et qu'est-ce que selon l'autrice est une femme forte, parce que là pour l'instant on n'est pas d'accord. Du coup, j'avais envie de voir une autre lecture, peut-être un peu plus légère, et puis, enfin, c'est pas que c'est pas léger, au fait, parce qu'en fait, c'est très facile à lire, il n'y a pas... le texte n'est pas compliqué, c'est juste que ça m'agace, quoi, ça m'agace. Du coup, j'avais envie de changer un petit peu d'ambiance, et j'ai pris un roman jeunesse qui était dans ma palle, L'Hôtel du Pourquoi pas, de Marie-Aude et Loris Muraille. Donc c'est le 3e tome d'une série avec Angie, qui est une gamine de 12 ans qui se mêle des enquêtes de son voisin qui est un capitaine de police qui habite dans l'appartement d'en face. Et du coup c'est assez rigolo la dynamique entre ce capitaine de police et sa petite voisine et puis son chien, le chien du capitaine. Et donc dans ce 3e tome, ça commence, c'est les vacances scolaires,
Le capitaine, il est en disposition, donc il a du temps, il s'occupe de sa petite voisine et de sa camarade. Et il y a un inspecteur qui vient de monter un bureau d'affaires classé et qui demande donc au capitaine, qui je ne sais plus comment il s'appelle, Augustin, de le rejoindre. Et donc ils vont être deux dans ce bureau. Ce vieux... du coup, je sais plus son grade, enfin bref, ce vieux policier qui a un look très improbable, sorti d'un roman, et le capitaine Maupin qui vont du coup commencer à travailler sur des affaires classées. Je n'ai lu que je sais plus, les trois premiers chapitres. Et donc vraiment c'est la mise en place de l'intrigue. Pour l'instant on a commencé à enquêter sur rien, mais j'aime beaucoup l'ambiance de cette série. Je n'ai pas lu le premier tome, j'avais lu que le deuxième, mais je l'avais beaucoup aimé, du coup j'étais impatiente de commencer le troisième tome. Voilà pour les lectures, et je voulais très rapidement vous montrer aussi mes travaux de fil, puisque la semaine dernière j'ai pas du tout eu le temps, ça devenait trop long, etc. Je me suis dit quand même ce serait temps que je vous montre un peu mes avancées. Donc voilà, là c'est mon premier tricot circulaire, donc le col Arundel, designé par Rêver sa vie en couleur, et que le modèle se trouve sur Ravelry. Donc c'est la première fois que je fais un crochet, n'importe quoi. Un tricot circulaire, et quand je disais dans un précédent vlog que j'avais arrêté le tricot parce que ça me faisait mal au dos, et c'est vrai qu'avec le tricot circulaire j'ai pas du tout la même sensation, j'ai pas du tout mal au dos, donc c'est très agréable à faire. Je suis très contente d'avoir découvert ça. Par contre je me suis souvenue aussi en essayant de faire ce col, la dernière fois je crois que je devais en être à peu près par là quand je vous l'avais montré il y a 2 semaines, donc pour dire à quel point j'ai bien avancé. C'est long. En fait c'est ça qui m'avait plu dans le crochet, c'est que quand tu fais un rang de bride, tu as fait 1 centimètre. Pour faire 1 centimètre avec ça, il faut faire 4 ans. Donc, du coup, c'est très très long. J'en fais pendant 1 heure et je vois à peine la différence. Donc, je ne sais pas si j'aurai moi la patience de faire des pulls. En tout cas, je suis très contente d'avoir découvert cette technique du tricot circulaire. Donc, je continuerai sans doute, mais je ne sais pas si j'arriverai à avoir la patience de faire un pull ou quoi. Parce que je trouve ça très 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 long. Et je voulais aussi vous montrer donc ma couverture sur laquelle j'ai travaillé. Alors là, je me dirais, j'ai pas beaucoup avancé non plus, je devais être par là. Mais elle est assez grande quand même. Voilà. Et il y en a encore. Peut-être que je l'ai fait un peu trop grande. Et donc là, je vous avais montré déjà dans un vlog précédent, je vous disais, c'est voilà, j'invente au fur et à mesure. Chaque rang, je me dis, bon bah là, je vais faire quoi? Donc là, j'avais fait des brides, des trous, des brides croisées. Et puis là, j'ai voulu faire des petits poufs. Donc voilà, j'ai fait des poufs, des mailles serrées, encore des ajours, des brides et encore des poufs. Et après, je ne sais pas trop, je pense que je vais repartir sur des mailles croisées. J'aime bien l'effet des brides croisées. Donc voilà, ça avance tranquillement. J'ai beaucoup avancé la semaine dernière sur le pull, mais j'en ai pas refait encore cette semaine, donc je vous le montrerai un petit peu plus tard. Et je vais m'arrêter là de parler, sinon ça fait toujours des vlogs beaucoup trop longs. Coucou, on est vendredi matin, je suis encore en pyjama. Je vous prends très rapidement pendant que ça dort encore là-haut pour vous faire des petits updates. Ça va être un vlog un petit peu particulier parce qu'en fait je pars tout à l'heure pour Paris pour passer le week-end là-bas, donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir filmer, faire des updates, etc. Donc voilà, je vous fais un petit point sur ce que j'ai lu là, les réceptions que j'ai lues, et peut-être dimanche je vous ferai un petit point si j'ai lu dans le train et tout ça. Donc j'ai commencé donc la semaine dernière à l'hôtel des Pourquoi, la semaine dernière n'importe quoi, en début de semaine, à l'hôtel des Pourquoi pas. Donc là j'ai continué hier dans le train cette lecture et j'aime vraiment l'ambiance, etc. Donc là il est question de 2 affaires, une affaire d'enlèvement d'un enfant qui a eu lieu dans les années 70 et un homme qui étrangle des femmes, qui a fait son premier crime dans la fin des années 90 et qui se serait remis à tuer des femmes dans les environs de Lille. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et j'ai reçu
deux petites choses. Et puis j'ai aussi, je suis passée à la boîte à livres encore, je sais, j'avais dit j'arrêterais, mais c'est plus fort que moi. Et j'y suis passée, il y avait pléthore de Agatha Christie. Du coup j'ai craqué, j'en ai pris deux, bien que j'en ai encore deux dans ma boîte, dans ma palle. J'ai pris Poirot joue le jeu. J'aime bien le personnage de Hercule Poirot. Et je n'ai jamais lu les versions originales, j'ai vu plein de films, d'adaptations, etc. Donc je trouvais ça intéressant de découvrir la version originale. Et puis la fête du petit rond, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas craquer, on est en plein dans la période des petits ronds. Donc voilà, petit clin d'œil au challenge Halloween. Je me suis pris ces deux livres et j'ai reçu deux livres de poche. Donc j'ai reçu Nectar et Ambroisie, le tome 2, donc, et la magie de Médée. J'avais lu le premier tome, donc on est dans du jeunesse vraiment très jeune, mais j'avais trouvé le premier tome vraiment très sympa avec des très jolies illustrations. Je ne sais pas si je vais... Il y en a plein, mais je cherche une un peu grande, quoi. Des jolies illustrations, et du coup j'avais trouvé ça très sympa et j'avais très envie de découvrir la suite. Donc je vous mets en bas le lien du premier tome, comme ça si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis là j'ai reçu La ville sans vent. Alors je l'ai beaucoup vu passer et je m'étais pas laissé tenter. Puis finalement là il est sorti en poche, donc je me suis dit que j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Donc là c'est dans un univers où il y a de la magie. Lastyanax termine sa formation de mage et s'entend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le plus propulse au plus haut niveau de la Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir des situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Donc voilà, j'en ai entendu du bien, donc hâte de pouvoir découvrir à mon tour. Et pour les updates lecture, réception, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère avoir l'occasion de faire quelques images de nos balades sur Paris, mais je garantis rien, ça dépend. Je vais surtout pour profiter, donc ça dépendra un peu de l'ambiance. Et puis je vous reprendrai dimanche soir pour faire un petit point et clôturer ce vlog. Coucou, nous sommes dimanche et je suis revenue de Paris, je n'ai rien filmé du tout, j'ai profité, je me suis baladée, je suis allée voir cette expo, donc c'est Elsa Schiaparelli au musée de l'art décoratif, je vais y arriver. C'était vraiment très sympa, moi je connaissais pas du tout, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une styliste des années 30. Et l'expo était vraiment très intéressante. Moi la mode, les stylistes, tout ça, j'y connais absolument rien, ça m'intéresse pas vraiment. Mais du coup c'était une expo intéressante qui sort de ce que j'ai l'habitude de faire justement, puisque c'est pas un domaine auquel je m'intéresse. Donc c'était nouveau et c'était très chouette. L'expo était vraiment très bien faite, très grande. Et du coup voilà, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'était super. Entre temps, j'ai reçu 2 magazines que je voulais vous présenter très rapidement. Le dernier numéro de 4 saisons avec un dossier sur les agrumes rustiques que je vais m'empresser de lire parce que j'adore les agrumes. Alors j'hiverne toujours mes agrumes, mais du coup si je peux en trouver que je ne suis pas obligée de hiverner, c'est très chouette. Et puis celui-ci, c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier? Oui, non, l'avant-dernier, août-septembre. J'ai piqué ça à ma fille, c'est le numéro de août-septembre 2022 de Sciences Humaines qui a un dossier sur les thérapies corps-esprit que je lui ai piqué aussi. Mais j'ai reçu le dernier numéro de Plantes et Santé que je voulais vous présenter et que j'ai oublié. Donc c'est pas grave. Je voulais vous montrer un petit peu les progrès dans mon pull et tout, j'avais super bien avancé. J'étais arrivée jusque pratiquement sous les seins. Et puis je me dis, c'est bizarre quand même, il a l'air vraiment très très grand. Donc oui,
je sais pas à quoi j'ai pensé. Voilà. Donc j'ai avancé et je l'ai essayé en me disant ça m'a l'air quand même un peu grand et en fait voilà, j'avais les deux seins à l'air. Donc je vais tout défaire. Donc j'ai commencé déjà à tout défaire. J'ai mis Chérie à contribution. On a défait une bonne partie et il me reste encore tout ça à défaire. En fait, je suis partie en me disant que j'allais faire du L. Finalement, j'ai fait du XL et c'est du M qu'il faudrait que je fasse puisque c'est déjà un modèle avec une aisance positive apparemment assez importante. Je vais tout défaire et essayer de le refaire en M, donc je suis quand même assez dégoûtée parce qu'il y avait quelques heures de travail à tout défaire. Et en plus la laine comme ça, un peu pelucheuse, défaire c'est l'enfer parce que ça fait des petits nœuds. Donc il faut être très patient, très méticuleux, tout doucement. Donc je fais ça avec Chérie parce que comme ça lui il rembobine pendant que je défais et ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, donc mes aventures. Donc voilà, montre les pulls, ils sont beaux, ils sont machin, mais des fois il faut tout défaire, à tout recommencer plusieurs fois avant d'arriver à un beau résultat. Pour les lectures, comme j'étais dans le train, j'ai décidé de voyager léger et de ne pas prendre de livres avec moi. Et du coup j'ai lu Le Château de Trompe-l'œil qui était dans mon téléphone et que j'avais commencé, j'avais lu que quelques pages, j'avais mis de côté, puis j'avais repris, pareil parce que j'avais oublié de prendre mes livres, donc j'avais mon téléphone avec moi, et j'avais repris la lecture et je trouvais l'histoire assez intrigante, je crois que je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus. Puis après, je l'ai remis de côté parce que comme j'avais les livres papier et que je préfère lire mes livres papier, j'avais arrêté et là je l'ai repris, je me suis dit c'est l'occasion, j'amène pas de livres papier comme ça je suis sûre que j'avance dans ce roman. Donc j'en ai lu, j'arrive à peu près à 40%, peut-être 45%, en tout cas moins de la moitié. Et je trouve que l'histoire est intéressante. Donc on a ce jeune homme qui, nous sommes dans le 19e siècle, l'époque exacte je m'en souviens pas, en tout cas c'est le 19e siècle. Et un jeune clerc de notaire est envoyé dans un château pour faire l'inventaire de la baronne. Sauf qu'on ne lui permet pas de rencontrer cette fameuse baronne, bien que ce soit elle qui ait sollicité sa présence. L'intendant lui dit toujours elle est souffrante, vous ne pouvez pas la voir, commencez à faire l'inventaire. Donc lui, il est un peu suspicieux, surtout qu'on lui a dit il faut absolument que tu ailles voir la baronne en personne, méfie-toi du personnel. Donc voilà, il est très suspicieux, il se demande pourquoi est-ce qu'on l'empêche de voir la baronne. Et en même temps, comme il a l'air d'avoir l'imagination très fertile, il se fait vachement de films, etc. Donc il s'imagine plein de choses, plein de complots, etc. Et donc c'est difficile de faire la part entre oui, effectivement, la situation a l'air étrange, il se trame peut-être quelque chose, et lui qui part dans des délires complètement... voilà, il s'imagine des complots pas possibles. Donc il y a cette histoire-là, et puis finalement, quelqu'un va lui raconter l'histoire de la baronne, donc on va après avoir l'histoire de la baronne, mais racontée par quelqu'un, ni par la baronne, ni par un narrateur en fait, omniscient. C'est quelqu'un qui raconte cette histoire à ce clerc de notaire. Donc là j'en suis à cette partie où on lui raconte l'histoire de la baronne, qui est une histoire très très rocambolesque qui se passe du coup pendant la révolution, enfin l'époque de la Révolution française, donc avant, puisqu'elle est enfant avant, et puis donc il y a tout un tas de péripéties pendant la Révolution française, donc c'est assez rocambolesque, il y a plein de rebondissements, donc voilà, on lit, on est assez intrigué par ce qui va arriver à cette fameuse femme. Mais en même temps, c'est peut-être un poil trop rocambolesque en disant tout ça sur une seule personne, ça fait quand même beaucoup de rebondissements, une seule vie, il lui arrive tout le temps un truc à cette meuf, c'est quand même étrange. Et puis surtout, elle prend quand même des décisions genre, ça y est, t'es à l'abri, tout va bien, et tu vas prendre une décision qui a 99% de chances de rater pour des raisons triviale et pas forcément importante en pleine période de révolution, c'est dangereux, et pour des raisons matérielles, du coup je suis un petit peu perplexe, je me dis est-ce que soit le personnage est taré, donc tu te dis effectivement bon elle est tarée donc elle prend des mauvaises décisions, c'est normal, ça fait partie de son personnage, soit je trouve c'est un peu rajouter du rocambolesque là où une personne censée elle l'aurait attendu, elle aurait vu ça plus tard, elle n'aurait pas pris telle décision, donc je sais pas, ça fait un petit peu surfer
voilà, ça me fait un peu cet effet de oui, il se passe plein de choses, en même temps, si les gens ils se jettent du précipice, ils tombent. Donc, c'est peut-être un peu too much, voilà, la façon dont ce personnage est construit et tout. Je trouve qu'elle provoque vraiment des situations, elle en rajoute, quoi, elle jette l'huile sur le feu, et donc, forcément, elle a une vie extraordinaire. Si à chaque fois que tu peux te mettre en danger, tu y vas. Voilà. C'est un peu les sentiments que ça m'a fait, cette partie où il y a le récit, on raconte la vie de la baronne. Et par ailleurs, au niveau du style, moi je le trouve, je dis moi je le trouve pas si désagréable, mais c'est bizarre de parler d'un livre comme ça, mais parce qu'en fait si j'ai eu envie de le lire, c'est parce que moi je l'ai reçu parce que ça faisait partie d'une présélection d'un challenge NetGalley. Donc voilà, tu choisissais pas les livres, tu prenais le lot, et le but c'était de découvrir des choses que tu n'as pas l'habitude de lire. Donc effectivement, moi ce livre il correspondait pas forcément à des livres que j'ai l'habitude de lire, donc je me suis dit voilà, il fait partie du lot, je le lirai avec plaisir. Mais c'est pas un livre que j'ai choisi moi parce que j'avais envie de le lire. Et puis j'ai eu des retours assez, enfin j'ai écouté des retours assez négatifs, notamment c'était Madame Chacha qui a carrément abandonné le livre en disant ça le fait pas du tout. Et en fait moi ça m'a un petit peu titillé, je me suis dit tiens, de là à arriver à abandonner un livre, je suis curieuse, puisque je l'ai dans ma palle, de voir ce que je vais en penser moi. Donc moi le style, je le trouve pas, voilà, moi je trouve qu'il se lit assez facilement, qu'il est pas rebutant, que voilà, que c'est pas compliqué à lire. Par contre, ce que j'ai ressenti moi, c'est un peu un effet d'étalage de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des auteurs cités, des peintres cités, on cite tout et n'importe quoi. Bon d'accord, Leclerc il est en train de faire l'inventaire dans un château, mais ça fait un peu catalogue de vous avez vu, je connais tout. Alors d'un côté ça m'a fait cet effet-là en me disant oui c'est bon, il regarde la peinture, t'es pas obligé de nous dire à chaque fois c'est le style de bidule qui s'inspire de machin. Et après je me dis en même temps, moi ça me parle pas et du coup j'ai l'impression que ça fait un peu étalage de connaissances. Mais si j'avais ces connaissances-là en histoire de l'art, le fait de préciser que la peinture est dans le style de bidule, ça a probablement un intérêt pour celui qui connaît bidule, parce que du coup il s'imagine la peinture. Si moi je connais pas, c'est pas vraiment la faute de l'auteur. Donc ça me fait à moi cet effet-là, parce que comme je n'y connais rien en peinture, ben il n'y a rien ça me sert à rien à moi, parce que ça m'illustre pas du tout le propos, parce que c'est une série de noms les uns après les autres où je suis là ouais super et donc voilà, je sais pas, est-ce que quelqu'un qui aurait toutes ces connaissances lirait le livre, aurait ce même sentiment que moi en se disant oui bon il se la raconte un peu, ou est-ce qu'au contraire il aurait toutes les images qui s'y mettent dans sa tête, voilà, ça je peux pas savoir. En tout cas moi, comme je connais pas les noms des peintres, ça me fait une belle jambe, donc il y a des passages comme ça que je trouve un petit peu bon, oui ok d'accord, mais il va se passer quoi, c'est quoi l'histoire. Et il y a d'autres passages d'ailleurs que Madame Chacha évoqué aussi, c'est effectivement le personnage, il lit de la pornographie et se masturbe. En 30% du livre, c'était déjà arrivé 3 fois. Et du coup, là encore, why not? Sauf que dans cette histoire-là, je trouve que ça n'apporte rien. Il aurait été en train de lire un bouquin, un roman, d'être en train de dormir ou de faire un dessin, l'histoire aurait exactement le même sens. Du coup, pourquoi nous mettre ces scènes-là, puisqu'elles apportent rien? Peut-être juste pour le plaisir, parce que l'auteur aime lire ce genre de scènes et du coup, il aime les écrire pour que les gens aiment les lire. Moi, ça me stimule pas du tout. Et je trouve ça genre... pourquoi tu me dis ça? Du coup, voilà, moi, j'y trouve pas mon compte. Après, peut-être que d'autres trouveront que c'est érotique et que c'est bien écrit. Moi, je trouve que c'est absolument inutile parce que ça n'apporte rien à l'histoire. S'il y avait des scènes sexuelles qui vont déclencher quelque chose dans l'histoire, pourquoi pas? Là, ça sert à rien. Ils pouvaient boire un thé à la place, ça aurait été exactement la même histoire. Du coup, je trouve ça un peu, là encore, voilà, un peu un étalage. Je vais mettre un peu de scènes érotiques et puis je vais mettre encore étaler du savoir en évoquant tout un tas de livres érotiques de la Renaissance. Oui, mais enfin, on s'en tape complètement. Ça ne fait pas avancer l'histoire, ça n'apporte aucun élément supplémentaire.
Du coup voilà, j'ai un avis un petit peu comme ça en mi-teinte. L'histoire m'intéresse, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a vraiment un complot? Est-ce que cette baronne, elle existe, elle n'existe pas? Pourquoi on l'empêche de la voir? Qu'est-ce que ce jeune homme qui a l'air un petit peu quand même un peu spécial, comment il va s'en sortir de cette situation où il ne se sent pas en sécurité? J'ai envie de savoir par rapport à l'histoire, à l'intrigue principale. D'un autre côté, je trouve qu'il y a un côté un petit peu... On rajoute des choses qui, à mon sens, sont pas utiles, qui apportent pas grand-chose, ou que moi, sont des aspects que, voilà, qui ne me touchent pas. Du coup, pour moi, ça n'apporte rien. Voilà. Scène érotique comme ça, tomber comme un cheveu sur la soupe, et je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je suis un petit peu en mi-teinte, mais quand même, j'ai envie de savoir. Donc je trouve que c'est quand même... voilà... Le principe d'un livre, c'est qu'il te donne envie de savoir la suite et que tu aies envie de le lire. Donc là, voilà, j'ai cette envie-là, mais je suis quand même moyennement convaincue par le style. Et donc, sur certains points, je rejoins effectivement les critiques que j'ai pu entendre. Moi, ça ne m'a pas rebuté au point de dire non, ben c'est bon, j'arrête parce que j'y vois pas d'intérêt. J'y vois quand même un intérêt parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais le roman, effectivement, voilà, il y a plein de choses que pour moi on pouvait enlever, que le roman était pareil, voire peut-être même un peu plus agréable parce que plus rapide à lire. Voilà où j'en suis, et je dis voilà, j'ai lu 45% du livre, donc j'ai envie de savoir ce qui se passe, et en même temps il s'est déjà passé tellement de trucs que c'est bon, moi j'aimerais bien une conclusion, alors qu'il me reste encore la moitié du livre à lire, donc je sais pas. Je trouve que quand c'est trop long, c'est dommage, pas tellement parce que le livre, voilà, c'est un gros livre ou pas, mais quand l'intrigue comme ça, elle est longue à se développer, longue à... Moi, personnellement, je suis facilement voilà, distraite, ou j'aime bien quand voilà, ça avance, donc je peux lire rarement, je lis de très gros livres rarement, mais ça m'est déjà arrivé de les lire, mais parce que vraiment, il y avait, c'était tout le temps à fond, il se passe toujours des trucs où vraiment tu te tiens, voilà, il n'y a pas pause, on va faire catalogue de la bibliothèque, pause, on va faire une demi-heure de masturbation, pause, on va raconter un truc qui sert à rien. Du coup là j'ai beaucoup de mal à rester concentrée, donc je sais pas si je vais quand même aller au bout, surtout que comme c'est en numérique et que je préfère lire les livres papier, j'ai moins le réflexe de sortir mon téléphone pour le lire. Donc voilà, pour l'instant je suis mitigée, je sais pas encore si j'irai jusqu'au bout, mais au point où j'en suis, j'ai envie de savoir les chapitres prochains en tout cas. Donc voilà pour ma lecture de ce week-end. Et puis comme j'ai fait aucune image de Paris, je ne vais pas trop non plus vous raconter, je conclus là ce vlog. J'espère qu'il vous a quand même plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau vlog. Ciao!